Bonne nuit à tous. Je suis la conteuse et je suis là pour vous aider à vous endormir avec ces histoires effrayantes de conduite nocturne. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. J'aimerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez la vidéo, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quand vous êtes prêts, asseyez-vous et détendez-vous. Musique, salut tout le monde, je m'appelle Nathan, et voici ce qui m'est arrivé il y a quelques années, dans un coin reculé de l'outback australien. Pour vous mettre dans le contexte, je suis plutôt costaud. J'ai environ 1 an, 88 mètres et environ 26 ans à l'époque. J'étais en road trip avec un ami dans l'outback du Queensland. J'avais une vieille Nissan X-Trail qui avait connu des jours meilleurs, mais qui fonctionnait. Nous sommes tous les deux passionnés de science et de zoologie, alors nous sommes toujours à la recherche d'endroits étranges et fascinants à explorer. Nous venions d'entendre parler d'un sentier de dinosaures qui traversait la région, une sorte de triangle formé par Winton, Richmond et Winden, où l'on avait découvert des os de dinosaures, des fossiles et une impressionnante empreinte de pas, préservée au fil du temps. Nous étions restés quelques jours dans un petit lodge à environ 3 heures de Winton, et un jour, nous avons décidé de suivre ce sentier, qui est en fait un long chemin traversant ces zones riches en fossiles. Le fait est qu'à l'époque, nous étions à moitié fous et assez ambitieux, alors nous avons convenu de faire l'aller-retour en une seule journée, parce que nous étions stupides. Nous nous sommes levés tôt à 9 heures. Nous avons chargé la voiture de tonnes de nourriture, de litres et de litres d'eau, et de mon vieux GPS, qui semblait plus qu'utile, comme s'il appartenait à une autre époque. Et nous sommes partis. Le voyage fut long, et à un moment donné, la malchance a frappé. Soudain, la climatisation de ma voiture a commencé à lâcher. Et si vous êtes déjà allé en Australie en été, vous savez que la chaleur peut être insupportable. Imaginez ces 3 heures dans une voiture sans climatisation, à transpirer abondamment et à recevoir le soleil en plein visage. Mais ce n'était pas tout, car mon GPS aussi s'est fatigué et a cessé de reconnaître la zone où nous étions. Super! Heureusement que j'avais encore une vieille carte, Refidex, sur la banquette arrière, mais c'était tellement difficile de se remettre à lire des cartes quand on a l'habitude d'être guidé toute sa vie par un écran GPS géant. De plus, on parle de l'outback australien, plein de chemins de terre et de peu de panneaux. Malgré tout, nous avons réussi à atteindre cet itinéraire. Nous avons passé 2 heures à explorer, et, franchement, c'était impressionnant. Le paysage, les fossiles et cette sensation d'être dans un lieu où l'histoire est encore vivante sont tout simplement époustouflants. Mais il se faisait tard, et comme nous ne voulions pas nous perdre dans la nature, nous avons commencé à envisager de faire demi-tour. Juste à ce moment-là, alors que nous partions, un vieil homme est apparu, ressemblant à un agent de la police routière. Il portait un uniforme de camouflage kaki et des sacs de chez lui, ou quelque chose comme ça. Il nous a demandé d'où nous venions et où nous allions. Étant un peu vague, je ne lui ai pas dit grand-chose, disant que nous étions simplement en route pour la ville où nous logions. Mais mon ami, d'habitude plus ouvert, lui a expliqué précisément dans quelle ville nous étions, presque en détail. Il lui a adressé un sourire que je n'ai pas beaucoup apprécié et a ri en lui racontant notre long voyage. Il nous a dit qu'il y avait un chemin de retour bien plus rapide qui nous ferait gagner 1 heure et demie. Nous l'avons remercié et avons noté les instructions qu'il nous avait données, toutes orales, mais quelque chose dans cette conversation n'allait pas. Il avait une drôle d'attitude, comme s'il cachait quelque chose. Il nous a fait emprunter plusieurs chemins étranges, des routes que je ne connaissais pas et qui n'étaient indiquées nulle part. Et soudain, nous nous sommes retrouvés sur un étroit chemin de terre. Le plan était d'atteindre une intersection après environ 30 minutes, de tourner à droite et de continuer vers la route principale. Mais après 1 heure et demie, nous n'étions toujours pas arrivés et je commençais à m'inquiéter. Honnêtement, j'étais déjà un peu nerveux, car il n'y avait plus de maison, plus de voitures, plus rien qui puisse laisser penser à la civilisation. Juste ce paysage aride et désolé, rien que des couloirs de terre et de sable partout. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était que le réservoir était presque vide, à moins d'un quart. Perdu, je me suis arrêté au milieu de ce vide infini et j'ai demandé à mon ami de sortir ses jumelles du coffre au cas où il y aurait un repère visuel au loin, un signe ou autre. Il a accepté, mais en regardant dans les jumelles, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. Il y avait une structure qui ressemblait à une maison non loin, presque à l'horizon. Nous avons donc décidé d'y aller, pensant qu'il y avait peut-être des gens et qu'ils pourraient peut-être nous donner de l'essence et une meilleure direction pour sortir de cette agitation.
Cependant, en nous rapprochant, nous avons réalisé que ce n'était pas une maison, mais une vieille caravane qui semblait avoir été réduite en cendres. La structure comportait encore des murs noirs et des débris, comme si quelqu'un y était passé très récemment. Des ossements d'animaux pendaient partout, et un crâne de vache était placé juste à l'entrée de la carcasse antique. Des poils et de l'herbe étaient même tissés dans certains os, comme une sorte de décoration macabre. Et juste au sol, ils avaient construit un panneau artisanal sur lequel était écrit « Moonlight Motel », une sorte de motel au milieu du désert qui, visiblement, n'existait plus. Je commençais déjà à sentir les signaux d'alarme retentir dans ma tête. J'ai appelé mon ami pour lui dire qu'il était temps de filer. Mais à cet instant, il a fixé quelque chose au loin. Une voiture arrivait dans notre direction, et quand je l'ai vue, mon sang s'est glacé. Elle roulait à toute vitesse, soulevant une sorte de nuage de poussière, et elle fonçait clairement droit sur nous. On roulait depuis 1 heure et on ne l'avait pas vue, mais elle était là, à toute vitesse, phares allumés. Je ne l'avais pas remarqué avant, car il nous suivait probablement depuis le début. À ce moment-là, nous avons tous deux entendu un bruit qui nous a arrêtés net. On aurait dit des grattements, des coups sur le châssis brûlé de la remorque, comme si quelqu'un le grattait de l'intérieur. Mon ami et moi nous sommes regardés, surpris, et je me suis rapproché de la remorque, voulant voir ce qui se passait. Et là, jetant un coup d'œil par un trou dans le mur endommagé, j'ai vu quelqu'un. C'était un homme, mais je ne distinguais pas bien son visage. Tout ce que je savais, c'est qu'il était hideux. Puis, soudain, nous avons entendu le rire d'un enfant, mais c'était clairement un adulte qui se faisait passer pour une petite fille. Et cet homme, d'une voix rauque, m'a demandé à voix basse, « Tu es là pour jouer avec moi ?» Mon ami et moi nous sommes regardés, paniqués. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il murmuré. Et sans réfléchir, nous avons couru vers la voiture et sommes montés rapidement. Mais juste à ce moment-là, l'autre voiture s'est garée juste derrière notre Nissan, feu de route allumé. Nous ne pouvions pas voir son visage, mais elle était là, nous bloquant la sortie. N'ayant pas d'autre choix, j'ai décidé de faire marche arrière du mieux que j'ai pu, évitant de justesse l'autre voiture et passant par-dessus le panneau du Moonlight Motel. J'ai tourné dans cette direction, et le conducteur de l'autre voiture s'est mis à klaxonner sans arrêt, comme s'il voulait nous faire peur ou nous avertir de quelque chose. Mais je ne pensais qu'à sortir de là au plus vite, alors j'ai ignoré la situation et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Nous avons fait demi-tour dans l'obscurité à la tombée de la nuit et avons finalement réussi à nous échapper, malgré une véritable épreuve. C'était un moment vraiment terrifiant. Nous étions perdus et seuls à cette heure-là, dans un endroit pratiquement sans loi et sans personne en vue. Heureusement, nous avons retrouvé notre chemin et arrivés en ville, nous sommes allés directement au centre d'information de l'agence qui organise les excursions. Je me suis approché et j'ai expliqué, affolé, que nous nous étions perdus sur le chemin du retour. La dame qui nous servait était très gentille et a fait le plein juste assez pour nous amener à notre hébergement. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de dire que notre compagnon de voyage était un idiot de nous donner des indications aussi étranges. Elle m'a regardé bizarrement et m'a demandé si je pouvais le décrire. Je l'ai fait, et son expression a complètement changé. Elle m'a dit que ce type ne travaillait pas là, que cette personne n'avait rien à voir avec l'agence. Il s'avère qu'elle lui avait parlé plus tôt, et que son patron avait dû le renvoyer dès qu'il avait commencé à demander des chambres et à proposer de séjourner au Moonlight Motel. Ça n'existait même pas. Depuis ce jour, je n'ai plus aucun doute. Ce vieil homme, ce type en tenue de camouflage, voulait juste nous piéger à cet endroit. Je ne sais pas dans quel but, mais je suis sûr qu'il avait des intentions très sinistres. Cette histoire, croyez-moi, me donne encore des frissons quand j'y repense. Je ne m'engage plus jamais sur des routes inconnues sans être absolument sûr de mon chemin, surtout avec des inconnus sur les routes du désert. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et si jamais vous passez par l'Australie et que vous entendez quelque chose de ce genre, fuyez dans la direction opposée. J'ai des maisons aux États-Unis et au Mexique, donc je traverse toujours la frontière entre les deux côtés. En temps normal, je ne fais que le trajet du Mexique au Texas pour aller à l'école, puis le retour. Mais je vis surtout au Mexique. Je me suis plutôt habitué à toute cette histoire de cartel. Vous savez, ça fait partie de la vie là-bas. D'ailleurs, ça ne me surprend plus de devoir parfois annuler des sorties avec mes amis à cause d'une fusillade ou d'une bagarre, donc c'est devenu une habitude pour moi. Mais de toutes ces expériences, il y en a une qui reste le moment le plus effrayant de ma vie. Une rencontre en face à face avec des membres du cartel, et je m'en souviens encore très bien.
Il se trouve que mon ex-petite amie habite dans le quartier. Très exclusif dans une ville du nord du Mexique. C'est un de ces quartiers fermés, sécurisés et tout. Quand on était encore ensemble, je passais beaucoup de temps chez elle. Un soir, ses parents l'ont laissée seule avec son petit frère jusqu'au lendemain. Elle m'a donc invité à dîner, et la soirée a continué. On a fini par boire un peu, on a juste fait l'idiot, jusqu'à 2 heures du matin environ, où on est allé se promener pour fumer de l'herbe, mais bien sûr, c'était de l'herbe du Texas. Et dans ces régions, il y a des codes très stricts pour savoir à qui acheter ce genre d'herbe. Des marchandises. Mais à cette heure-là, et malgré notre état d'ébriété, on n'y a pas vraiment prêté attention. On s'est assis pour fumer sur les marches d'un terrain de basket du quartier. Le terrain appartenait à une immense et superbe maison, avec une rangée de voitures de luxe garées devant, et c'était juste derrière. Et là, dans le silence de la nuit, l'idée m'est venue de lui demander à qui appartenait cette incroyable maison. « À qui penses-tu » a-t-elle répondu. À ma réponse, elle m'a fait un signe en plaisantant. Quoi d'autre? Un signe. Je pensais qu'elle rirait et qu'on en plaisanterait, mais ce ne fut pas le cas. Soudain, elle est devenue sérieuse et a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. C'est vrai. Cette maison appartient à, eh bien, il m'a donné le nom de cette organisation et de son chef, et il m'a raconté qu'en 2014, un an plus tôt, l'armée mexicaine avait mis tout le quartier en quarantaine parce qu'elle poursuivait certains des chefs de ce groupe, et qu'il y avait eu de nombreuses victimes. À cet instant, mon sourire a disparu. J'étais complètement terrifié. J'étais en colère, et j'étais aussi inquiet. Puis je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qu'on fout ici à 2 heures du matin à fumer de l'herbe étrangère devant une maison de cartel? Tu es devenu fou ?» À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Avant que je puisse y réfléchir, un gros pick-up blanc s'est arrêté devant le champ et s'est garé juste devant. C'est là que j'ai senti que ça n'allait plus, et je lui ai immédiatement dit qu'on devrait y aller. Elle a essayé de me calmer en disant que c'était probablement juste des mecs qui s'embrassaient dans le camion et que tout allait bien. Mais honnêtement, ça a commencé à me sembler moins logique quand le camion est resté là pendant environ 5 minutes sans éteindre le moteur. Et juste au moment où nous nous levions pour partir, le camion est apparu et a bloqué la rue. J'ai été pétrifié par cette horrible sensation. Elle a couru vers une maison en construction et a essayé de m'entraîner avec elle, mais je n'ai pas bougé. Si j'ai appris une chose de mon père, qui travaille dans la police, c'est qu'il ne faut jamais courir, et dans ce cas précis, c'était elle qui transportait de la marijuana. Moi non. Je suis donc resté là, attendant que la vitre côté conducteur se baisse et qu'un homme au visage renfrogné me fasse signe de m'approcher. En m'approchant, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils étaient tous les deux armés. J'en ai eu la gorge serrée. Le passager arrière semblait complètement fou, complètement halluciné, avec des pupilles dilatées et une expression effrayante, comme s'il était dans son propre monde, complètement dérangé. Mais le chauffeur, lui, semblait plus normal, presque réconfortant par contraste. Le type m'a demandé en espagnol ce que nous faisions là, et je lui ai dit que nous fumions de l'herbe. Il m'a demandé de quelle sorte il s'agissait, et j'ai répondu que c'était les cigarettes normales que nous avions achetées sur place. Puis il s'est légèrement tourné, a regardé son compagnon, puis m'a regardé. La conversation s'est ensuivie. Il m'a demandé si j'étais américain, et comme j'acquiesçais, il m'a demandé de lui montrer mon passeport. Heureusement, j'ai toujours mon passeport sur moi, car je traverse souvent la frontière. Je lui ai dit que ma petite amie était aussi américaine, même si ce n'était pas le cas, et il m'a dit d'aller la chercher. Je lui ai dit que je préférais ne pas le faire parce qu'elle était nerveuse et effrayée, mais en réalité, c'était parce que s'ils trouvaient de l'herbe qui n'était pas à eux, on était foutus. Heureusement, elle n'a pas insisté. Après avoir vérifié mon téléphone, elle m'a dit de ne plus jamais retourner dans ce coin-là. Je dois dire que pendant toute la durée de l'interaction, je retenais mon souffle et essayais de contrôler mes jambes tremblantes. Heureusement, ils sont partis après cet avertissement et je suis retourné auprès de ma petite amie, cachée derrière des sacs de ciment. J'ai immédiatement fait signe que nous devions partir, et à cet instant, nous avons couru chez elle. Arrivé devant chez lui, je lui ai demandé de me donner la marijuana pour que je puisse m'en débarrasser, et il m'a répondu qu'il l'avait cachée sous le plancher de la maison. On a couru la chercher, parce que s'il la trouvait là, il nous aussi. Ces 2 minutes de course ont été le plus effrayant. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'expression du type assis sur le siège passager. Je vous le dis, il avait l'air complètement dérangé,
comme s'il attendait le moindre signe pour me tuer sur le champ. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé, la main sur la crosse de son fusil. J'avais l'impression qu'il allait sortir son arme à tout moment et se débarrasser de moi sur le champ. Honnêtement, j'ai encore la chair de poule quand je repense à cette nuit-là, et ça me retourne encore l'estomac quand je pense à la façon dont ces gars étaient complètement fous, prêts à tout. Musique salut, je suis Jacques, et je voulais partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours, quelque chose qui m'a vraiment secoué. Je ne cherche pas à effrayer qui que ce soit. Je veux juste que vous soyez conscient des dangers de sortir seul la nuit, surtout sur ces routes désertes où personne ne passe. Je ne raconte pas cette histoire d'habitude, mais j'ai l'impression que si je ne la partage pas, je ne pourrai jamais l'oublier. L'histoire commence alors que j'étais en route pour chez ma petite amie, qui habitait à une trentaine de kilomètres de chez moi. La majeure partie de la route est une zone relativement développée, mais une portion d'environ 8 km a conservé son aspect d'origine, juste après la guerre de sécession. Certains diront que j'exagère, mais cette partie est complètement déserte, sans habitation ni commerce, juste des champs et des forêts à perte de vue. Parfois, je divague sur l'histoire du lieu, mais j'essaie de résumer et de me concentrer sur l'essentiel. Ce soir-là, je suis parti après minuit. J'ai envoyé un petit texto à ma copine pour lui dire que j'arrivais et que je voulais juste arriver chez elle au plus vite. Avant, je me suis arrêté faire le plein et j'ai emprunté cette route, qui était d'ailleurs toujours très calme. La plupart du temps, personne ne passe sur ce tronçon, ou alors il n'y a que quelques voitures. C'est toujours une bonne chose, car tout le monde aime un trajet sans trop de circulation à cette heure-là. Pendant des années, j'ai pensé que rien d'inhabituel ne m'arriverait, que cette nuit serait parfaite pour arriver sans problème et bien dormir, mais bon, tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout a commencé quand j'ai essayé de dépasser deux voitures qui roulaient à une allure d'escargot, côte à côte, juste sur ce tronçon. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient, pour être honnête, et je m'en fichais complètement. Je voulais juste que l'un d'eux se déplace pour que je puisse continuer. Dans ce cas, j'ai klaxonné légèrement. Rien d'exagéré, juste un petit coup pour leur faire savoir que je voulais les dépasser. Je ne suis pas du genre à klaxonner trop fort pour ne pas déranger les autres conducteurs, mais cette fois, c'était nécessaire. Heureusement, la voiture devant moi a légèrement accéléré et s'est décalée pour me laisser passer. Je lui ai adressé un signe de tête pour le remercier. Vous savez, le genre de salut qu'on adresse à un voisin qui passe. J'étais pressé d'arriver, alors j'ai appuyé sur l'accélérateur. Mais j'avais à peine parcouru une vingtaine de mètres que ces idiots ont soudain fait un truc bizarre. La voiture derrière moi a allumé ses feux de route et m'a aveuglé sans prévenir. Ça m'a vraiment dérangé, mais au lieu de perdre patience, j'ai simplement remonté mon rétroviseur et essayé de l'ignorer. Je pensais qu'il s'amusait peut-être, ou qu'il faisait une course folle, qui sait. Mais la situation a empiré, bien pire. Avant que je puisse avancer, la voiture derrière moi a franchi dangereusement la ligne et a failli me percuter. J'ai eu l'impression d'être poussé par derrière, et pendant un instant, j'ai failli perdre le contrôle de la voiture. À cet instant, l'adrénaline m'a envahi et j'ai su que si je n'agissais pas vite, ça finirait mal. Il était évident que ces fous essayaient délibérément de me percuter. J'ai freiné brusquement, appuyé à fond sur le frein et prié pour pouvoir m'échapper. Mais juste à ce moment-là, l'autre voiture m'a percuté à nouveau, beaucoup plus violemment. Et j'ai senti ma tête bouger au rythme de l'impact, une douleur qui m'a presque paralysé. C'était un moment incroyablement terrifiant, entre la douleur de l'impact et la peur que je ressentais, sachant que ces types me percutaient délibérément. J'avais la tête qui tournait, et des pensées chaotiques me traversaient l'esprit. Heureusement, j'ai réussi à rester sur la route et à m'éloigner un peu, même si je voyais encore ces fous à une soixantaine de mètres qui essayaient de me rattraper, comme s'ils refusaient que je m'échappe. C'est là que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur pour tenter de les semer complètement, mais ils ont accéléré à nouveau. Mais alors que je me préparais au pire, quelque chose d'inattendu est apparu. Les gyrophares d'une voiture de police. En quelques secondes, tout s'est illuminé de flashs bleus et rouges. C'était comme regarder un maître-nageur se tenir au milieu de l'océan. J'ai freiné presque brusquement, j'ai sauté de la voiture et j'ai raconté tout ce qui s'était passé à l'agent. Il a constaté les dégâts, et à son visage, la gravité de la situation était évidente. Les deux feux arrière étaient brisés et la voiture était complètement tordue à l'arrière, comme si elle avait été endommagée par une démolition. Je lui ai tout expliqué, je lui ai raconté ce qui s'était passé,
et il m'a demandé de le suivre quelques mètres plus loin pour déposer une plainte. Le type était très gentil et m'a dit qu'il ferait de son mieux, mais en réalité, les chances de retrouver les fous qui m'avaient attaqué étaient minimes. Honnêtement, à ce moment-là, je voulais juste sortir de là, être en vie et ne plus avoir d'ennui. Il m'a dit que les dégâts sur la voiture étaient très importants et qu'il ne pouvait probablement pas faire grand-chose, mais que l'important était que je sois en sécurité. Ensuite, j'ai dû me rendre directement aux urgences. À cette heure-là, je voulais juste que quelqu'un m'aide à soulager ma douleur au cou. J'ai appelé ma copine depuis la salle d'attente, et elle a failli faire une crise cardiaque quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a couru vers moi et, pendant le trajet du retour, elle n'a pas arrêté de s'inquiéter. Finalement, ils ont fait des radiographies et le médecin a diagnostiqué un coup du lapin. Je n'avais plus qu'à prendre des analgésiques et revenir si la douleur s'aggravait. Malgré tout, quand je suis finalement arrivé chez lui, je me suis endormi en quelques secondes. Depuis, j'ai demandé à ma copine de rester chez moi, au cas où. Et puis, à ma connaissance, ils n'ont toujours pas attrapé le fou qui m'a agressé. Je ne raconte pas cette histoire pour vous faire peur. Sérieusement, je voulais juste que tout le monde comprenne l'importance de la prudence sur la route la nuit et que même si rien ne semble arriver, il y a toujours un risque. Ne sous-estimez pas les autres conducteurs, car n'importe qui peut être un criminel ou un psychopathe au volant. Soyez donc prudents, restez vigilants et respectez toujours les autres sur la route. Quand j'avais environ 18 ans, je faisais de longs trajets de nuit, à cause de ma situation familiale. Je devais rentrer d'une grande ville chez mes parents, dans un village très isolé, et le trajet prenait environ 2 heures. La majeure partie du trajet s'est déroulée sur des routes rurales bordées de vastes champs de maïs ou d'autres cultures, avec parfois quelques fermes isolées en vue, mais rien de plus. J'étais tellement habitué à cet itinéraire que je n'aurais jamais imaginé que quelque chose de mal puisse nous arriver pendant ces longues heures sans réseau, sans téléphone et sans personne autour. Mais une nuit, vers minuit, tout a basculé. Soudain, j'ai remarqué des éclairs au loin, et j'ai pensé à un problème technique ou à la lampe de poche d'un passant, mais les éclairs n'ont pas disparu. Ils ont continué, encore et encore, devenant de plus en plus constants. J'ai ralenti un peu pour ne pas être aveuglé et comprendre ce qui se passait. Au début, je ne voyais que les silhouettes de quelques personnes au milieu de la route, alignées, sans voiture ni ferme ni bâtiment. Il y avait au moins 4 personnes alignées, comme si elles dressaient un barrage pour m'empêcher d'avancer. Je jure qu'il n'y avait aucune voiture à proximité, ni aucun endroit où ils auraient pu se cacher auparavant. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre à 1600 km/h. J'allais à environ 16 km/h lorsque j'ai clairement vu que ces 4 personnes portaient d'énormes masques blancs et brillants qui reflétaient chaque rayon de lumière. 2 d'entre elles avaient ce qui semblait être des battes ou des fusils, et une autre tenait quelque chose dans ses mains, peut-être la même lampe torche que j'avais vue plus tôt. À cet instant, j'ai pensé à tous ces films d'horreur et à toutes ces histoires de routes de campagne et de gens dangereux. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais que 2 options. Soit je ralentissais et j'espérais que ces types s'écarteraient, même si je risquais d'être attaqué, soit j'accélérais et je les percutais en croisant les doigts pour qu'ils ne fassent rien. J'ai opté pour la deuxième option. Il n'y avait pas beaucoup d'options, et la peur au ventre, j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas m'attarder. J'ai accéléré à fond, en appuyant à fond sur l'accélérateur, et à ma grande surprise, les 2 hommes sur ma trajectoire se sont écartés à temps, dérapant presque pour éviter l'attaque. J'ai pris une grande inspiration, un peu épuisé, et je les ai observés dans le rétroviseur. Les 2 autres, en revanche, semblaient ne pas vouloir bouger et se sont mis à courir vers ma voiture comme pour me rattraper. À cet instant, j'ai eu l'impression d'être complètement encerclé, qu'il ne s'agissait pas seulement d'enfants jouant à me faire peur, mais d'adultes qui cherchaient vraiment à me faire du mal. Je ne pensais qu'à sortir de là et à rentrer chez moi au plus vite. Je n'ai pas allumé la radio, je ne voulais pas être distrait, et cette expérience m'a semblé marquée à jamais. Le plus fou, c'était de rentrer et de réaliser qu'il n'y avait pas que du gravier sur la route, mais des clous. Des clous plantés dans mes pneus, prêts à les crever à tout moment. Heureusement que les pneus sont solides, sinon je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Je n'ai pas raconté toute l'histoire à mes parents, seulement qu'il s'agissait forcément d'un accident, et qu'ils pensaient que j'étais imprudent ou qu'on avait essayé de me faire une blague. J'en ai parlé à mes amis aussi, et la plupart m'ont répondu qu'il ne s'était probablement rien passé de grave, qu'ils essayaient peut-être juste de me faire peur, et qu'avec une voiture, on a toujours un avantage. Mais même si ça paraît idiot,
chaque fois que je roule sur une route qui ressemble un peu à cette nuit-là, j'ai des frissons et je ne peux m'empêcher de me souvenir de tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer l'horrible expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. Tout a commencé au début de l'automne, alors que je travaillais dans une supérette près de chez moi. Je travaillais généralement jusqu'à 21 heures, et les soirs où je n'avais rien à faire, je faisais des livraisons. En fait, j'aimais bien le faire la nuit, car les rues étaient beaucoup plus vides et on aurait dit que les gens qui y travaillaient habituellement le jour. Du coup, la nuit, il y avait plus de commandes. Ce jour-là, juste après avoir terminé mon service, j'ai préparé mon téléphone pour commencer les livraisons. La première a été rapide. En moins de 20 minutes, j'avais déjà livré les plats et j'étais prêt pour une autre commande. J'ai attendu quelques minutes et une voiture d'un bon rapport qualité-prix est arrivée, une livraison à environ 20 minutes de chez moi. Je suis allé au fast-food pour récupérer mes courses. Je suis parti et dans la ville où j'habite, tout est plutôt calme, avec des parkings à moitié vides disséminés entre le centre et les zones rurales, à environ 10 minutes de route. La plupart de mes livraisons se font en ville, mais il m'arrive d'aller plus loin en zone rurale. Je pensais que c'était un jour comme les autres, rien d'inhabituel, et que l'adresse serait dans un quartier résidentiel, mais non. L'adresse de cette livraison m'a conduit dans un petit quartier, juste à côté d'une petite route, et honnêtement, je n'aimais pas livrer dans ce genre d'endroit, surtout à cette heure-là. En quittant la rue principale pour la rue latérale, j'ai presque immédiatement reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai refusé, pensant à une arnaque, mais quelques secondes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Comme souvent, j'ai pensé que le client essayait de me joindre, alors j'ai répondu. « Bonjour », ai-je dit, mais personne n'a répondu au début. La ligne est restée silencieuse quelques secondes, alors j'ai raccroché. Je n'étais pas trop inquiet. D'habitude, certains clients m'appellent pour m'indiquer leur chemin, mais quelques secondes plus tard, le même appel a retenti. J'ai décroché, et à ma grande surprise, c'était un homme qui s'est mis à me parler, me disant que j'avais pris le mauvais chemin. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, car j'avais la carte ouverte et il me semblait que j'allais dans la bonne direction. Mais il a insisté sur le fait que son adresse ne correspondait pas à l'application et que je devais toujours appeler les chauffeurs pour indiquer la direction à prendre. Je lui ai demandé comment y aller, et il m'a expliqué qu'en quittant la route principale, je devais tourner à droite, puis à gauche dans la 3e rue. Il m'a dit qu'au bout, j'arriverais sur sa propriété, une ferme. Je lui ai dit que j'arriverais dans quelques minutes et j'ai fait demi-tour pour m'y rendre. J'avais déjà reçu des appels similaires, où des clients m'avaient dit que l'adresse était un peu confuse, alors je n'y ai pas prêté attention. J'ai simplement suivi les instructions et roulé jusqu'à la 3e rue à gauche, puis j'ai tourné. La route s'enfonçait dans une forêt, et il faisait complètement noir. Honnêtement, je n'ai jamais aimé ces endroits isolés à cette heure-là, et cette impression d'être au milieu de nulle part commençait à me déstabiliser. Mais le pire, c'est que j'ai réalisé que la carte me menait dans la direction opposée à celle indiquée par le type. J'ai essayé de ne pas y penser et j'ai continué mon chemin. Je pensais que j'étais peut-être juste nerveux et que tout irait bien. J'ai donc continué sur ce chemin de terre bordé d'arbres de chaque côté, sans vraiment voir la moindre maison. La plupart des arbres étaient trop proches pour faire demi-tour ou sortir, alors j'ai continué à marcher un peu plus loin. Une fois de plus, je me suis demandé si j'étais vraiment au bon endroit ou si je m'étais trompé, mais j'ai décidé de continuer jusqu'au bout, si ce n'était pas le cas, d'appeler pour demander. Finalement, je suis arrivé à un petit embranchement qui se terminait en une sorte de rue circulaire à côté d'une maison. La route s'arrêtait là, alors je me suis garé près d'un panneau « À vendre » à l'entrée. La maison semblait vide. Et à ma grande surprise, la porte d'entrée était ouverte. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu quelqu'un debout en arrière-plan qui me faisait signe. Puis je me suis dit que ça pouvait aller, alors j'ai attrapé le sac de nourriture et je me suis approché. Alors que je sortais sur le porche et m'apprêtais à mettre la nourriture sur la table, j'ai revu cette même personne dans le couloir menant à la cuisine. Il m'a poliment demandé s'il pouvait la laisser sur le comptoir. À cet instant, il s'est éloigné rapidement, comme pressé. Soudain, j'ai entendu quelqu'un ouvrir le robinet de la cuisine, et avec un peu d'hésitation, je suis entré. La maison était assez ancienne, avec des meubles anciens et une atmosphère quelque peu abandonnée, mais elle semblait inutilisée. Nerveux, j'ai traversé le couloir en direction de la cuisine, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le robinet coulait toujours, mais la personne n'était plus en vue.
Cela m'a donné un frisson terrible, et sans réfléchir à deux fois, j'ai laissé la nourriture sur le comptoir et je suis parti en courant. J'entendais cette même personne crier quelque chose depuis la porte d'entrée, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait. J'ai sauté dans la voiture et j'ai démarré comme un fou, sans me retourner. Je ne me suis arrêté qu'à mon immeuble, où j'ai coupé le moteur et sorti mon téléphone. J'avais plusieurs appels manqués de ce même numéro. Je l'ai bloqué, et juste au moment où j'allais ouvrir l'application pour continuer les livraisons, j'ai réalisé une chose horrible. J'avais reçu des messages du client sur la même application, m'informant que j'avais pris le mauvais chemin et que j'étais en fait à la mauvaise maison. C'est là que j'ai réalisé que l'appelant n'était pas mon vrai client et que la maison où j'étais arrivé était en fait celle d'un inconnu. J'ai immédiatement appelé la police, et un agent est venu à mon appartement peu après pour tout fouiller. Je ne comprenais pas comment cet homme avait su que j'étais en train de livrer, ni comment il avait pu voir ma position exacte. L'agent m'a dit que mon téléphone avait probablement été piraté et que cette personne surveillait tous mes faits et gestes. Honnêtement, ça m'a encore plus effrayé. Le pire, c'est que le lendemain, ils m'ont annoncé que la maison était en fait à vendre, vide, et que les propriétaires avaient déménagé des mois auparavant. Il s'est avéré que l'individu était entré par une fenêtre non verrouillée et vivait là sans se faire remarquer. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le coupable et ne savent pas exactement ce qu'il voulait, mais cela me rend extrêmement perplexe. Je ne sais pas s'il avait prévu de me kidnapper ou de faire pire, mais ce que je sais, c'est que cette nuit aurait pu être bien pire. Parfois, je n'arrête pas de penser à tout ce qui aurait pu arriver et à la façon dont ces choses horribles peuvent surgir de nulle part. Il y a des expériences qui restent gravées à jamais dans la mémoire, celles qui ne disparaissent pas, malgré tous les efforts. La mienne remonte à une vingtaine d'années, quand j'avais environ 18 ans et que je pensais que la soirée était réservée à mes amis et moi. J'étais un ado normal, avec toute cette excitation adolescente à l'idée de faire quelque chose de différent, sans que personne ne nous dise quoi faire ou ne pas faire. À l'époque, dans ma ville, tout était plutôt contrôlé par les parents, avec un couvre-feu à 1h du matin pour les mineurs. Mais on s'en fichait, alors on a décidé de briser ces règles pour une nuit. Les protagonistes de cette histoire étaient mes meilleurs amis de l'époque, Marc et David. Nous étions tous les trois des enfants plutôt normaux, avec des parents stricts qui ne voulaient pas qu'il nous arrive quelque chose d'étrange. Mais ce soir-là, on s'est accidentellement attiré des ennuis. L'idée était simple, dire à nos parents qu'on dormait chez l'un d'eux pour pouvoir filer sans qu'ils s'en aperçoivent. Franchement, on a discuté de plein d'activités sympas, et au final, ce qu'on voulait, c'était ce sentiment de liberté totale, sans horaire, sans limite. Bien sûr, c'était moi qui conduisais. J'avais une vieille Camaro que j'avais légèrement modifiée avec mes propres moyens. Rien de trop extrême, mais pour un gars comme moi, c'était un bijou, et ces soirs-là, elle me semblait encore plus impressionnante. J'ai récupéré Marc et David vers 22h, et sans trop de planification, nous sommes partis à l'aventure. L'idée était de flâner en ville et de voir où la nuit nous mènerait. Nous avons roulé sans but, nous sommes arrêtés pour manger un morceau et avons flâné dans la ville. Mais à mesure que les heures passaient, la nuit nous a semblé plus longue que prévu. Elle nous a semblé interminable. À un moment donné, nous avons décidé d'aller visiter un site touristique de l'État voisin, une première. Nous avons roulé environ 45 minutes, et arrivé vers 2h du matin, rien n'était prévu. Nous étions là, au milieu de nulle part, comme si la nuit nous appartenait. Vers 3h du matin, nous avons recommencé à nous ennuyer. Et c'est là que tout a commencé à devenir bizarre. Nous roulions dans une rue plongée dans le noir complet, à peine éclairée par les phares de la voiture et la faible lumière occasionnelle des maisons ou des commerces au loin, rien de plus. La rue semblait complètement vide, juste des rangées de voitures garées de chaque côté. Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'une des voitures garées derrière moi s'est mise à avancer lentement, sortant de sa place et nous suivant. Mais le plus perturbant n'était pas seulement cela. La voiture n'avait pas de phare allumé et semblait rouler plus lentement que nous, mais elle nous suivait quand même. À ce moment-là, David et Marc n'arrêtaient pas de se retourner, comme s'ils savaient que quelque chose clochait. Je les observais aussi dans le rétroviseur, et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus perturbant. Pas un, mais deux véhicules qui nous suivaient, l'un derrière l'autre, sans aucun repère. Juste ces deux voitures dans le noir, sans phare, qui nous traquaient sans rien dire. À l'époque, nous n'avions pas de téléphone ni rien de ce genre, alors nous nous fions uniquement à notre instinct et à la voiture.
J'avais un moteur puissant, et à ce moment-là, j'ai décidé que pour éviter les ennuis, le mieux était de rejoindre la route principale et d'essayer de les semer. Mais la situation n'a fait qu'empirer. La voiture derrière nous s'est mise à faire des appels de phare, comme si elle se moquait de nous. C'était vraiment horrible de voir ces feux clignoter comme s'ils nous narguaient. À plusieurs reprises, ils ont tenté de nous percuter par l'arrière, et à d'autres moments, on aurait dit qu'ils allaient nous percuter. Pour couronner le tout, nous les avons aussi vus tenter de nous dépasser par la droite ou la gauche à plusieurs reprises, comme pour forcer les choses. À ce stade, nous étions déjà assez effrayés, mais la collision se produisait juste devant nous, à travers le pare-brise. Nous n'avions d'autre choix que d'essayer de rejoindre la route principale. À ce moment-là, nous avons franchi des feux et des panneaux de signalisation. Et je me souviens très bien que, dans un moment d'inattention, une de ces voitures a failli nous percuter, mais heureusement, nous avons réussi à l'éviter. Puis nous avons atteint une route plus large, une autoroute, et presque soudainement, une des voitures derrière nous s'est arrêtée à notre hauteur, et pendant une fraction de seconde, le conducteur m'a regardé droit dans les yeux à travers le pare-brise. Je dois dire que c'est ce regard qui m'a le plus marqué. Je ne sais pas si c'était juste le choc ou autre chose, mais ce type m'a regardé avec une expression étrange, comme s'il savait exactement qui j'étais ou ce que je faisais là. Puis, cette même voiture a accéléré et est partie en trombe, ne laissant que l'autre voiture derrière, même si elle est restée juste à côté de nous. À partir de ce moment-là, la situation est devenue encore plus dangereuse. Les voitures se sont lancées dans une course effrénée, essayant toutes deux de percuter la nôtre, l'une poussant par derrière, l'autre essayant de nous contourner par les côtés. J'avais l'impression qu'elles cherchaient à s'amuser avec nous, ce qui était horrible. Instinctivement, j'ai appuyé sur l'accélérateur jusqu'à environ 160 km/h, bien au-dessus de la limite de vitesse dans le secteur. À ce moment-là, je ne pensais pas à une contravention, mais seulement à sauver nos vies. C'était rapide. Nous avons réussi à dépasser quelques voitures supplémentaires, et juste au moment où la situation semblait empirer, nous avons doublé 2 voitures de police. À mon grand soulagement, l'un d'eux a déclenché ses sirènes et nous nous sommes arrêtés immédiatement. Ralentissant, j'ai regardé dans mon rétroviseur, et à ma grande surprise, les 2 voitures qui nous suivaient ont tout simplement disparu. Seule la voiture de patrouille est restée, et l'agent qui s'est approché de ma fenêtre semblait bien comprendre la situation. Alors que je lui racontais tout, une de ces voitures nous a dépassés à toute vitesse. J'ai rapidement expliqué au policier qu'il s'agissait de l'une des voitures qui nous poursuivait. La réaction a été immédiate. Il a appelé un autre policier, qui a réussi à l'arrêter plus loin sur la route. Peu après, le policier nous a confirmé que nous avions raison et que ces types étaient des voleurs de voitures connus dans le quartier et impliqués dans des actes très violents. Heureusement, ils ont été arrêtés cette nuit-là. J'ai encore cette image en tête. Grâce à ces policiers, je n'ai pas été volé, et je n'oublierai jamais cette nuit-là. Pour moi, c'était une de ces expériences qui semblent parfois tirées d'un film, mais en réalité, je l'ai vécue de mes propres yeux, et croyez-moi, je ne l'oublierai jamais. Cela m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai tendance à faire de longs voyages nocturnes quand je suis stressé ou que j'ai besoin de décompresser, surtout si je vais au bord de l'eau, car cela m'aide beaucoup à me détendre. C'est comme une thérapie personnelle, et ça marche généralement plutôt bien. Ce jour-là, après avoir erré dans la ville, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer à la maison, mais au lieu de l'itinéraire habituel, j'ai opté pour un chemin plus isolé, un sentier bien connu de ceux qui font de la randonnée ou qui veulent simplement être seuls avec la nature. Cette zone, en plus d'être fermée la nuit, était plutôt déserte. Je savais que le chemin de terre était difficile, étroit et plein d'énormes nids de poules, avec une vitesse limitée à 20 km/h, 12 000 par heure, car si on roulait trop vite, sa voiture pouvait finir en morceaux. Malgré tout, avec prudence, j'ai réussi à atteindre sans encombre un petit parking au départ du sentier. Mais j'ai été surpris de constater qu'il n'y avait que 5 ou 6 voitures réparties en bordure, et une autre assez près du centre. Ce n'était pas inhabituel dans ces zones rurales, à vrai dire, mais à cette heure-là, vers 2 heures du matin, la situation était déjà un peu étrange. Je pensais encore qu'il n'y aurait pas grand monde et que je serais probablement seul. Je me suis garé près du centre, et au début, tout allait bien. Les voitures étaient silencieuses, sans phare, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, et ça a commencé à me gêner un peu, parce que, je ne sais pas, c'était tellement étrange. Ce n'est pas comme si les gens se promenaient à cette heure-là. Et si quelqu'un était là, il aurait probablement un phare allumé, ou du moins ses mouvements seraient perceptibles.
Mais rien de tout cela ne s'est produit. Sans trop y penser, j'ai monté le son de ma musique pour me détendre un peu. Je me suis adossé à mon siège et j'ai contemplé le ciel, particulièrement clair et étoilé ce soir-là. Une vingtaine de minutes se sont écoulées. Et juste au moment où je pensais que rien n'allait se passer, les moteurs des voitures se sont mis à rugir. Les phares ont percé l'obscurité, une à une, les voitures ont commencé à s'éloigner, comme reliées par une sorte de chaîne invisible. Que se passait-il? Je sentais que quelque chose clochait. Ce n'était pas normal que toutes les voitures décident de partir à ce moment-là et dans cet ordre. Mais il était trop tard pour agir, alors j'ai décidé de partir immédiatement. J'ai démarré le moteur et commencé à reculer lentement pour sortir de la place de parking. À ce moment-là, la dernière voiture, la plus proche de l'entrée, a soudainement allumé ses feux de route, m'aveuglant pendant quelques secondes et m'empêchant de voir ce que je faisais. J'ai accidentellement accéléré un peu trop fort et me suis engagé sur l'autoroute. Mais juste au moment où je pensais perdre le contrôle, cette même voiture s'est mise à me talonner. J'ai remarqué qu'alors que je ralentissais pour éviter les nids de poules, celle derrière moi accélérait, et ils ont continué à me suivre jusqu'à ce que nous soyons sur une sorte de chemin qui rejoint la route principale. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Je ne voyais vraiment pas bien, car les phares étaient encore allumés, et je ne voyais pas grand-chose. Un instant, j'ai pensé qu'il valait mieux accélérer et voir ce qui se passait, ou peut-être essayer de faire quelque chose pour les écarter, mais je n'avais qu'une idée en tête, tout pouvait mal tourner. Et c'est ainsi que, presque désespéré, j'ai réalisé qu'il y avait un virage à droite, pile dans une zone qui menait à un petit espace au bord de l'eau, un endroit où l'on pouvait se garer et admirer le lac. C'était parfait pour semer les autres voitures, et j'y allais droit. Alors, sans réfléchir à deux fois, j'ai accéléré comme un dingue, et à quelques mètres de là, j'ai freiné brusquement et fait une embardée, manquant de finir dans les buissons. Heureusement, la voiture qui me poursuivait m'a dépassé et a continué sa route. Je suis resté là, tremblant, mais en même temps soulagé. Dès que j'ai pu, je suis sorti de là et j'ai filé vers l'intersection pour rentrer chez moi. Finalement, le feu est passé au vert et j'ai pu avancer. Mais en regardant dans mon rétroviseur, j'ai vu que la voiture qui me poursuivait descendait la rue latérale qui mène directement à cette zone du lac. Ça m'a donné la chair de poule. Que se passerait-il si je restais là au lieu de faire demi-tour? Que me voulaient ces gens? Honnêtement, j'étais vraiment content de ne pas avoir à rester pour le découvrir. C'est une expérience dont je me souviendrai toujours. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi en autostop, j'ai rencontré un type étrange. Je sais que faire du stop peut être dangereux. Ma mère me le dit toujours, mais que faire? J'avais 15 ans à l'époque et je rendais visite à un ami en périphérie de la ville à vélo. J'étais à près de 2 km de chez moi lorsque la chaîne a soudainement cassé. Je me suis retrouvé dans une situation difficile, car ce vélo était mon seul moyen de transport, mes parents n'ayant ni voiture ni moto. Alors, je préférais rester coincé sur le bord de la route plutôt que d'abandonner ce vieux rallye. J'ai donc décidé de rentrer à pied et de réparer la moto. Plus tard, je marchais au bord de la route, résigné, quand soudain un pick-up blanc rutilant est apparu, fonçant sur moi à toute vitesse. J'ai cru que le conducteur allait devenir fou et se mettre à me crier dessus, car dans ma ville, c'était courant quand un idiot bloquait la circulation sur le bord de la route. Je me suis donc préparé à un sermon sur la prudence à adopter en marchant près de la route. Mais au passage du camion, j'ai réalisé que le chauffeur n'était pas du coin. Le camion était blanc brillant, et sur le côté se trouvaient deux masques de carnaval à motifs, l'un vert vif, l'autre doré. C'étaient les masques typiques qu'on trouve dans les magasins de costumes et d'articles de fête. Mais il y avait quelque chose de différent. Au lieu d'avoir l'air joyeux et amusant, l'expression de ces masques était plutôt terrifiante, comme si elle avait une expression maléfique et effrayante. Et en dessous était écrit « La vie est un carnaval », comme une allusion à la chanson de la célèbre chanteuse latine Celia Cruz. Je le savais car ma mère est à moitié cubaine et elle aimait beaucoup cet artiste. Le chauffeur baissa sa vitre, et au lieu de se mettre en colère, il parut effrayé. « Oh mon Dieu, ça va? Je jure que je ne voulais pas vous faire peur. Il faut que je fasse plus attention en conduisant. Besoin d'un taxi pour aller en ville? J'arrive par là, alors autant que je sache, dit-il. Je sais que je ne devrais pas accepter de prendre la voiture d'inconnu, mais c'était une petite ville, et ce type semblait inoffensif. C'était la première fois depuis mes 12 ans que je rencontrais quelqu'un d'aussi étrange après avoir fait du stop.
J'ai donc décidé que s'il ne me donnait pas de mauvaises ondes, rien ne se passerait. De plus, j'étais à moins d'1 kilomètre de ma destination et je ne voulais pas marcher sous un soleil de plomb. J'ai hoché la tête, et il m'a dit de faire attention à ce qu'il y avait à l'arrière. Je ne veux pas que tu touches à quoi que ce soit là-bas, surtout à cette bâche. Il m'avertit d'un ton qui me fit hésiter un peu. J'ouvris la porte arrière du camion et vis immédiatement des outils, un coffre de maintenance et un établi avec des cordes et des serre-joints. Il y avait aussi une bâche verte qui recouvrait quelque chose de grand. Ma curiosité l'a emporté, mais je me suis souvenu de son avertissement et j'ai décidé de le laisser tranquille. J'ai donc appuyé ma moto contre le côté du camion et fermé la porte arrière. Puis je suis monté à l'avant. Le type avait un grand sourire et a commencé à discuter amicalement pendant que nous roulions vers la ville. Il m'a demandé en quelle classe j'étais, comment je réussissais à l'école et si j'habitais en ville depuis longtemps. J'ai répondu du mieux que j'ai pu, mais en accélérant, j'ai ressenti une étrange sensation que je ne parvenais pas à expliquer. Honnêtement, je commençais à me sentir un peu mal à l'aise. Je ne voulais pas envisager un accident, mais comme ma moto se déplaçait à l'arrière du camion, je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier si je n'étais pas tombé sur quelque chose d'important. À mon grand soulagement, ce n'était rien de grave, mais en regardant la bâche, j'ai remarqué quelque chose de très inquiétant. Quelque chose coulait en dessous. C'était un liquide rouge et visqueux, comme de la peinture, qui tombait lentement sur le sol. Ce n'était qu'un filet. Ça ne semblait pas grand-chose, mais ça commençait à me perturber. Mais qu'est-ce qu'il y avait là? Et qu'était-ce que ce liquide? Était-ce du sang? J'ai vite essayé de me convaincre que ce ne pouvait pas être du sang. Ça aurait pu être n'importe quoi, peut-être des pots de peinture renversés ou autre chose. Mais pour être honnête, je pensais à mon père chassant le cerf et la dinde, et au sang qu'il y avait parfois dans son camion après une bonne journée à la maison. Pourtant, cette petite flaque d'eau me dérangeait. Soudain, le chauffeur m'a regardé et m'a demandé d'un ton grossier ce que je regardais. Je me suis retourné et lui ai répondu que je vérifiais simplement mon vélo. Il n'avait pas l'air convaincu, mais à cet instant, la ville est apparue et quelque chose en lui a changé. Tu sais, j'ai déjà ramassé beaucoup de gars comme toi, a-t-il dit, et son ton n'était plus aussi joyeux. Je suis en pleine aventure. Tu aimerais peut-être me rejoindre? Je pourrais te montrer où je les ai laissés, suggéra-t-il avec un sourire qui me glaça le sang. Ses yeux étaient reptiliens, et je sus soudain qu'il y avait quelque chose d'étrange et de dangereux sous cette bâche. Je me disais que c'était peut-être la dernière fois que je faisais du stop, et l'avertissement de ma mère résonna dans ma tête. Mais, juste au moment où je passais devant l'épicerie de la ville, j'ai aperçu un agent de la circulation qui m'attendait. Sans réfléchir, j'ai crié au conducteur de faire attention, et il, effrayé, a freiné brusquement sous le choc. Mais à ce moment précis, j'ai ouvert la portière et me suis éloigné du camion à toute vitesse, ignorant complètement ses cris. J'ai couru jusqu'au commissariat, à quelques pâtés de maison, et j'ai fait irruption, ouvrant grand la porte. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et que je soupçonnais que le type avait un corps dans son camion, mais les policiers m'ont regardé comme si je plaisantais. « Arrête de faire n'importe quoi et rentre chez toi », m'ont-ils dit. Après plusieurs tentatives pour les convaincre, j'ai dû partir, frustré. Je n'avais imaginé à quel point j'étais passé près de devenir le protagoniste d'une histoire d'horreur que des années plus tard. Un soir, alors que j'étais sur le canapé avec maman, à regarder une émission policière populaire, un reportage est apparu sur un type dans une camionnette blanche avec des masques de carnaval peints sur le côté. Cet homme était un tueur en série qui avait embarqué au moins 14 jeunes autostoppeurs et les avait maltraités, torturés, puis assassinés avant de les jeter dans les bois. Il a été surpris en train de tenter de faire de même avec sa 15e victime, un adolescent qui, comme moi, avait échappé de justesse à ses griffes. À ce moment-là, j'ai réalisé, sans jamais l'avoir dit à maman, que j'étais peut-être le numéro 9 ou 10 ce jour-là. J'avais des frissons en pensant à quel point j'avais failli être la proie d'un monstre sans même m'en rendre compte.